Propose alors bienvenue à toutes et tous. Alors c'est une communauté, une session un peu particulière pour les facilitateurs ES, puisque j'ai du coup qu'avec au vu de nos invités du jour, j'ai décidé et avec leur accord évidemment d'élargir en fait l'audience du jour avec le réseau des facilitateurs d'Alsace. J'en dirai un petit mot après. Et puis des collègues du groupe EDF qui sont facilitateurs également, notamment, et pas mal mobilisés, plus d'autres qui nous ont rejoints ou qui nous rejoindront encore aujourd'hui. Voilà. Bonjour Diana, Thierry, ben voilà. Ce que je vous propose, juste pour info, donc le webinaire, on va l'enregistrer, on proposera un replay. Merci Christian de nous avoir donné ton accord d'ailleurs, parce qu'on va quand même aborder des points intéressant. Voilà. Et puis donc le programme, quand je vous disais, il est un petit peu chargé. Donc je vais vite vous parler du programme. Et ensuite, je vous propose d'aller sur Klaxoon pour 5 minutes simplement de prise en main de l'outil, même si je l'avais envoyé à la plupart des tous les participants, pour vous le réapproprier. Et puis en fait, tous les échanges, je vous le montrerai après, c'est d'avoir vos réactions sur le Klaxoon, sur les différentes parties. En gros, il y a 3 parties. Il y a une partie justement qui va être celle qui va suivre sur la facilitation AES, où je vais en dire quelques mots et quelques convictions que j'ai acquises aujourd'hui, en tout cas, mais qui seront à challenger évidemment. Ensuite, on aura Christian Blert, donc qui est responsable de la transfo et de l'innovation au niveau d'Orange Nord-Est. Il nous en dira plus. Dans ce cas, merci Christian. Et puis on aura une séquence après. Albert Moukeberg, que certains connaissent, qui est un expert sur les neurosciences, qui a beaucoup écrit sur le biais cognitif. Je crois qu'il est également intervenu à EDF. J'ai eu la chance de faire un TEDx avec lui. Voilà, donc il nous rejoindra un peu plus tard pour une présentation suite à une étude qu'ils ont faite sur la communication sociale, l'attention conjointe à l'heure du télétravail. Et je pense qu'il aura plein de renseignements à nous indiquer et qui, je pense, seront riches d'enseignements pour les facilitateurs, les managers qui organisent des réunions, notamment en distanciel, sur les points d'attention, sur la partie autour du facteur humain en tout cas. Et puis on terminera sur pas mal de webographies que je partagerai avec vous, et sur Klaxoon une dernière séquence. Voilà. Sans plus attendre, du coup je vous propose d'aller sur Klaxoon. Alors c'est toujours pareil, je vais essayer de copier le lien, ça marche pas, c'est toujours pareil. Donc je vais le prendre ici et je vais vous le transmettre dans le chat. Alors connectez-vous simplement avec un alias, hein. N'essayez pas de mettre votre adresse email parce que sinon vous allez vous embarquer dans d'autres surprises autour de voilà. Donc un alias suffira le temps que il suffit que l'on parle. Voilà, donc je le partage ici, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et à rajouter un alias pour vous connecter. Et normalement, vous devriez arriver sur une page qui ressemble à peu de choses près à ceci. Et pour être exact, qui ressemblera très exactement, c'est très bien, je l'ai fermé le mien, donc c'est très intelligent de ma part. Je vais aller sur Klaxoon, ce sera plus simple. Klaxoon. Clac, et puis sinon ça va pas trop le faire pour vous. Donc je me connecte en tant qu'animateur. J'ai fermé des fenêtres avant. Voilà. Voilà. Donc vous devez normalement vous trouver sur l'image que je vous ai indiquée à cet endroit-là. Et pour ceux qui... Alors dites-moi juste dans le chat si c'est OK pour vous, ou alors si vous avez des difficultés, je suis le chat parallèlement. Et bonjour Anne, Bertrand qui nous ont rejoints. Puisque Bertrand est là, encore merci Bertrand pour le guide que tu nous avais indiqué. Donc c'est OK pour vous tous. Je vous invite du coup, alors je vais couper la synchro et je la remettrai après, à aller un peu vers la droite, mais je peux vous y emmener automatiquement pour un petit icebreaker. Alors ça va ressembler à celui que je vous avais déjà proposé, mais qui est un petit peu différent ce que je vous pose. Donc là il y a, alors je vais vous resynchroniser à cet endroit-là, ce sera peut-être plus simple. Un petit icebreaker simplement pour éviter le tour de table, pour dire un peu qu'est-ce que vous êtes. Donc je vous ai donné un exemple. L'idée c'est de créer un post-it si vous vous sentez facilitateur expert en jaune, en développement en vert et débutant en rose. Et si vous l'êtes pas du tout, en bleu. Voilà. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est juste pour avoir une photographie générale. En une phrase, votre titre et votre entreprise. Donc moi j'ai marqué ce que je fais. Et en dessous, votre prénom et le nom. Voilà. Donc ça permet d'avoir une photographie. Donc n'hésitez pas à le compléter avec les
informations comme je vous les ai indiquées, et puis de mettre votre post-it ensuite proche du smiley qui vous correspond ici et maintenant. Et n'hésitez pas à mettre votre prénom et nom. Là, je vois Eve, parce que pour le partage, ça peut être plus simple pour se retrouver. Voilà. L'accès à ce Klaxoon et l'accès à la présentation et donc la webographie et un certain nombre d'informations, vous continuerez à les avoir pour les participants après la séquence. Donc, vous embêtez pas à faire des copies d'écran. Voilà. Et si parmi vous, il y en a qui ont le micro ouvert, n'hésitez pas à le couper parce que j'entends un tout petit écho. Voilà. Donc voilà, donc le jeu des couleurs nous donne un petit peu une idée de ceux qui sont avec nous. Voilà, donc pour ceux qui donc quand vous ouvrez un post-it Klaxoon, dans le champ inférieur, vous avez la possibilité justement de marquer votre prénom et nom. Voilà, c'est plus simple pour ceux qui. Puis ça aidera, ça peut faciliter la prise en main et surtout pour les post-it pour la suite, quoi. Voilà. Alors, je vais un petit peu. Voilà, ça donne une bonne photographie. Ah, il y a déjà des connexions qui se font entre des personnes. Ou des fausses connexions. Voilà, ça va déjà être enrichi. Ah, donc on a. Ok, bon ben Bertrand, je vais essayer de te remonter un peu le moral avec la session du jour, quoi. Ok, du coup, ben ce que je vous propose, ben vous pouvez continuer, le klaxon ne se ferme pas, je reviens juste pour mon partage d'écran sur la partie facilitation, pour parler en quelques mots de la facilitation AES, comment c'est organisé, voilà. On a un site où on parle notamment pourquoi de facilitation, parce que l'intelligence collective, alors je prends juste 2 récents articles que j'ai partagés sur l'intranet, mais l'un d'entre eux vous le retrouvez dans la webographie. L'intelligence collective, si on arrêtait les workshops à la con. Je trouvais le titre intéressant et le contenu très intéressant justement, et ce sera vraiment en lien avec la thématique du jour sur le facteur humain. Est-ce qu'on est là pour s'amuser, est-ce qu'on est là pour bosser? Si on demande la météo, c'est pas pour rien, c'est pour l'attention et l'écoute active sont vraiment importantes dans ces réunions, et donc l'article le décrit bien, mais ça vous retrouverez ces éléments après. En quelques mots, du coup, donc on a créé au sein d'ES une communauté de pratique. Alors en quelques mots, c'est peut-être quoi une communauté de pratique? C'est peut-être pas clair pour tout le monde, donc je le résume en 2-3 phrases. Souvent, on raisonne en termes de groupe de travail. Il y a des personnes qu'ils ont désignées pour réfléchir sur une thématique, alors que dans la vraie vie, on va aller sur une page Facebook, suivre des choses, et on est plutôt dans une logique de communauté d'intérêt. Donc c'est des personnes qui sont plutôt volontaires, qui vont aller regarder des informations à droite à gauche sans être particulièrement actives, mais plutôt suivre des informations, de temps en temps faire des commentaires. L'étape suivante, c'est de basculer dans une logique de communauté de pratique, où on va, dans ce cas-là, être avec des personnes qui ont envie d'avancer ensemble dans leur réflexion, et on est dans ce que certains appellent la duocratie, en gros la démocratie du tout doux, avec des faiseux plutôt que des diseux ou des gens qui cliquent pour donner leur avis. Et là, on va co-construire des réflexions ensemble, des outils ensemble. Donc, on est sur le volontariat. On n'essaie pas de savoir qui n'est pas là. On est les bonnes personnes, donc on va avancer comme ça. Et si on sort des idées comme quoi, tiens, ce serait bien de faire, ça veut dire que celui qui sort l'idée, potentiellement, bah, il est prêt à la mener pour éviter le yaka faucon. Et donc, on essaie de réfléchir et d'avancer autour des besoins, des apports des uns et des autres, des participants, quels sont leurs talents, comme pour un hackathon d'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on fonctionne, et en développant un certain nombre de chantiers, bah, typiquement faire venir des personnes inspirantes comme aujourd'hui, bah, c'était l'une des réflexions qui avait été menée lors de notre communauté à l'époque. Il y a plusieurs communautés de pratique sur lesquelles je suis actif, et il y en a un grand nombre parmi vous qui font partie notamment des facilitateurs d'Alsace qu'on a co-créé il y a quelques années et que je co-anime notamment avec Isabelle qui est là et David qui sont là. Les facilitateurs ES, je vous en parlais. Et puis c'est un mode de fonctionnement et une gouvernance qu'on a développé avec la région Grand Est et la Chambre de commerce sur 2 thématiques autour de l'industrie du futur, une sur le facteur humain, en réunissant une quinzaine d'industriels pour réfléchir sur le facteur humain dans ces transformations industrielles, et une autre qui existe toujours, la communauté des offres de solutions du Grand Est pour l'industrie du futur, qui est animée, qui se réunit tous les mois régulièrement. Et que certains d'entre vous d'ailleurs connaissent, notamment quelques collègues d'EDF.
On a d'autres communautés qui ont été faites, une sur le management de projet qui réunit les managers de projet pour voir justement quels sont les outils qu'ils ont envie de développer, d'apprendre, d'approfondir, etc. Et puis d'une expérience de démocratie participative, mais qui reprend ces idées un peu sur le modèle de Colibri qui s'appelle Ma Voix, mais vous retrouverez les liens pour ceux que ça intéresse après. En gros, les facilitateurs ES, faut que je le mette en plus grand écran, ce sera plus quand même mieux. Les facilitateurs ES, aujourd'hui, on est à peu près une vingtaine, et donc on partage nos réalisations, on apprend de nouvelles techniques de facilitation, on propose, on essaye de lancer des expérimentations courtes et rapides. Finalement, l'idée, c'est vraiment, on a envie de faire avancer le schmilblick entre guillemets de notre entreprise, et c'est pour ça, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous réunit dans ces cas-là. Bertrand et avec les facilitateurs, Bertrand a notamment développé une plateforme sur SharePoint très pédagogique qui reprend les outils de facilitation, qui propose des liens et surtout qui nous permet entre facilitateurs et S de partager nos designs de différentes séquences et des retours d'expérience des séquences. Et en interne de nos collègues de faire des demandes pour solliciter des facilitateurs. Donc c'est une plateforme qui existe, qui trouve son écho et qui nous permet d'avancer et de partager surtout l'avancement des différents travaux. Voilà. Et de valoriser effectivement le travail des facilitateurs. J'ai encore juste 3 slides très rapidement pour mes convictions. En gros, ce qu'on a appris notamment aujourd'hui sur la facilitation et notamment avec les crises notamment sanitaires qu'on a traversées. Aujourd'hui, j'ai un premier jeu de conviction, c'est qu'aujourd'hui, clairement, pour moi, quand j'explique pourquoi la facilitation, on est dans ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, on est dans le partage des données, et du coup, que si on veut partager des données, il faut qu'on partage de la connaissance. Et donc, il faut désiloter les données et donc les humains. Et ça se traduit notamment dans des espaces physiques où on voit qu'il y a pas mal de réflexions. Et moi, dans le cadre d'une communauté que d'ailleurs que j'ai pas citée, on travaille pas mal avec Steelcase qui partage beaucoup d'informations avec nous sur notamment leur R&D qui travaille sur l'entreprise agile, à quoi ça correspond, comment. C'est quoi les nouveaux espaces, et notamment pas seulement dans le monde du travail, mais aussi de plus en plus à la maison également. Ce sont des espaces virtuels, et on le voit bien avec Microsoft 365, etc. Mais c'est bien les mêmes problématiques qui sont liées. Et puis derrière, la nécessité d'avoir des techniques et donc des facilitateurs pour gérer de l'intelligence collective, surtout quand ça devient de plus en plus complexe. Quand on a réfléchi avec les facilitateurs ES, on est vite arrivé à des convictions et des choses qui sont très très importantes pour pas tomber dans le social washing, on va dire. Pour nous, clairement, il est important de se mettre d'accord quand il y a une demande de facilitation avec le vrai demandeur, donc déjà de l'identifier, pour qu'on soit clair sur le problème à résoudre et les attentes. Donc c'est un peu les 5 why, les 5 pourquoi du sponsor, c'est ce que disait Einstein, hein, si j'ai 1 heure pour résoudre un problème, je vais passer 55 minutes à voir quel est le problème et ensuite en 5 minutes je trouverai peut-être la réponse. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est ensuite de proposer un plan d'action dans la durée, souvent plusieurs étapes. Et si dans ce plan d'action, ça intègre 1 ou plusieurs séances d'intelligence collective, on peut proposer de les designer et si nécessaire, pourquoi pas de les faciliter. Et si le demandeur souhaite une prestation d'animation, on peut rédiger les comptes rendus, mais pareil, selon moi, et je suis pas le seul, selon nous, c'est plutôt à éviter parce que ça déresponsabilise un petit peu le demandeur. Parce que souvent, on envoie le compte rendu et puis il n'y a pas trop de suite, éventuellement, c'est un peu le risque. Et puis ensuite, évidemment, proposer d'organiser un débrief. Voilà, en quelques mots, par rapport à ce que je voulais vous dire. Et les derniers apprentissages qui sont quand même liés au confinement, c'est qu'on voit bien que le collaboratif, ça concerne aussi de l'open innovation parce beaucoup de monde évolue et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est d'ailleurs en open innovation avec vous et avec nos intervenants. On est de plus en plus dans une logique d'entreprise étendue et donc tous ces outils, ça se limite pas simplement aux salariés de l'entreprise, donc ça s'ouvre et donc ça pose des questions aussi de sécurité. En tout cas, il y a des défis à relever en la matière évidemment. Le distanciel en hybride forme un nouveau paradigme et non une rustine parce que souvent on a vu pendant le confinement des personnes qui ont essayé d'améliorer des réunions existantes mais en faisant des copier-coller améliorés alors que c'est d'autres formes mais c'est ce qu'on va certainement pas mal parler aujourd'hui. L'importance du facteur humain et c'est tout l'objet de ce dont on va parler clairement aujourd'hui. Dans le management, les questions de confiance versus la défiance. Et on a vu notamment quand il y a le retour au travail après le premier confinement, d'anciennes habitudes qui se reprenaient et on voit que ça évolue lentement mais sûrement. Du coup, quid de l'après-crise.
L'horizontalisation entre managers et collaborateurs, puisqu'on est dans ces logiques collaboratives, et donc évidemment les hiérarchies ont tendance à s'estomper, notamment quand on est en ligne. Hein. Et puis valorisation de la facilitation des facilitateurs, que ce soit en termes de temps et d'euros, parce qu'on voit que c'est des ressources de plus en plus demandées, ça prend du temps, mais ça peut éviter de dépenser de l'argent, et donc certaines entreprises sous-traitent à l'extérieur, d'autres commencent à les intégrer. C'est clairement le choix qu'on a fait à l'ES sur cette question-là. Voilà un petit peu ce que je voulais rapidement partager avec vous, et je vous invite juste à passer 2 minutes, enfin 3-4 minutes sur Klaxoon. Alors je vous emmène un tout petit peu à droite sur l'écran. Voilà. Et en fait, comment ça va se passer? J'ai chaque fois pour chacune des interventions, je vous laisse faire des post-it par rapport à vos réactions. Donc ça m'intéresse pour la première partie. Donc je vais l'agrandir et je vais vous resynchroniser à cet endroit-là. Comme ça, vos post-it iront au centre de l'écran. Pour la partie en jaune, ben voilà, si vous avez des réactions, des questions ou des sources d'informations, n'hésitez pas à les partager dans le Klaxoon par rapport à ce que je viens de vous présenter, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez d'autres choses à rajouter, effectivement. Et n'hésitez pas à mettre votre prénom, enfin dans la case, dans le champ inférieur, vos prénoms et noms, parce que ça peut permettre pour l'animation d'aller plus loin. Et typiquement, Thierry, si tu peux juste préciser, qu'est-ce que tu appelles ludification? C'est le côté ludique, je pense, qui est associé. Oui, absolument, notamment vis-à-vis des nouvelles générations hein, qui ont envie de s'amuser. Et quand on fait de la facilitation, il faut aussi avoir cette faculté à trouver des méthodes ou des moyens autour de la gamification. Bertrand, c'est bon, je l'ai vu, tu n'as pas besoin de l'agrandir. Ok, merci Thierry. D'accord. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres points ou même des articles ou des articles que vous voulez partager avec nous ou des vidéos qui peuvent enrichir la réflexion et qu'on pourra partager avec les uns et les autres. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos réactions sans plus attendre et ça vous permet de le faire parallèlement. Et puis vous voyez donc dans les cases à droite, vous pouvez réagir à ce que va vous présenter Christian. Et puis ensuite, on verra avec ce que va nous présenter Albert. Donc le Klaxoon reste à cet endroit-là. Donc n'hésitez pas à rajouter au fur et à mesure qu'il vous viennent des idées dans les cases concernées, enfin dans les colonnes concernées, vos remarques. Voilà. Donc je rebascule du coup dans le diaporama, sur le PowerPoint. Voilà. Du coup, Christian, ce que je te propose, on a même 2 minutes d'avance. C'est pas plus mal, parce que ça va être riche aussi, et si effectivement on peut avoir des échanges après, ce sera très bien, de nous parler d'Orange, Nord-Est, de ce que tu fais, de qui tu es en quelques mots. Voilà. Alors on parle pas de facilitateur, on parle de faciliteur chez Orange, mais tu vas nous dire tout ça un petit peu après, et donc je te laisse te présenter. Voilà. Et alors, merci, comme je ne vois pas, n'hésite pas à mettre ta vidéo. Vous ne me voyez pas? Les autres, je pense, vont te voir. Oui, voilà, on te voit. Oui, c'est bon, ok. J'ai eu un doute sur le coup, comme tu m'as dit. Ok. Ravi d'être avec vous. Mais bonjour à tous et merci Bernard pour cette super invitation. On est connectés il y a peu de temps, tous les deux, via Ralil Chtourou, qui est un ancien chef de projet qui a travaillé avec nous sur. Si, on t'entend. Enfin, on t'entendait. Là, je t'entends plus. Ah. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, écoute, j'ai eu un écran noir, moi, avec Hold On, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, là c'est bon, je le vois encore à l'écran. À moins que il y en a d'autres, n'hésitez pas dans le chat. Est-ce que vous rencontrez des problèmes? Mais je crois pas. Non, mais là, ça a l'air d'être. Enchaîne. Ça a l'air d'être parti. Okay. Donc. Cool. Ok, merci Franck, merci Bertrand. Je confirme qu'effectivement, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est en contact tous les deux, et c'est vrai que c'est vraiment un vrai plaisir de vous retrouver dans ce format-là que je découvre au passage, et donc je vous propose de partager quelques éléments bien sûr sur Orange. Je vais donner quelques chiffres pour situer Orange, mais je ne vais pas aller trop loin parce que vous connaissez notre entreprise. Et merci Bernard de l'intransition sur notre raison d'être. Et puis ensuite, je vous propose d'aller sur les thématiques sur lesquelles on travaille aujourd'hui en facilitation et avec nos communautés managériales. Et puis, je rentrerai plus avant dans l'action des faciliteurs, à la fois sur leur positionnement dans notre structure et puis sur la manière dont
avec le collectif des facilitateurs, on essaie de mettre en place un certain nombre d'actions pour se professionnaliser, continuer à travailler sur nos compétences et nous renforcer individuellement et collectivement. Donc oui, merci Bernard. Donc moi, je suis responsable du développement managérial chez Orange, dans la direction Orange Grand Nord-Est. Grand Nord-Est chez nous, c'est les Hauts-de-France, c'est le Grand Est et c'est la Bourgogne-Franche-Comté. Donc je suis dans le même collectif que Stéphane Masson qui est avec nous d'ailleurs. Ça a été une surprise tout à l'heure de le voir connecté, c'est super. C'était pas prévu. On est tous les deux d'Orange et on est tous les deux dans la même équipe d'animation de la facilitation sur notre région. Un clin d'œil à Franck Maillot d'EDF avec qui on a eu l'occasion récemment de travailler et qui est avec nous aussi. Donc opérateur numérique, vous nous connaissez surtout comme opérateur de déploiement des réseaux et notamment du réseau de la fibre. Nous sommes bien sûr aussi sur le marché B2B. Nous sommes un acteur aussi maintenant des services financiers mobiles, notamment avec Orange Bank. Et puis, depuis à peu près maintenant 3-4 ans, nous sommes bien sûr aussi un opérateur sur la cybersécurité, un acteur clé de la cybersécurité. Et nous sommes opérateurs de contenu. Donc, je vous donne quelques éléments de manière très rapide sur nos grands chiffres pour resituer Orange dans notre environnement. Chez Orange, aujourd'hui, on est 7000 hommes et femmes. Nous soutenons en termes d'innovation 300 startups de manière régulière au travers notamment de nos laboratoires, mais aussi de ce qu'on appelle la Villa Bonne Nouvelle, que vous connaissez peut-être. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir la Villa Bonne Nouvelle sur LinkedIn. Nous investissons 640 millions en recherche et en développement et nous avons un objectif environnemental en fait de net zéro carbone d'ici à 2040. Notre chiffre d'affaires aujourd'hui est à 42,5 milliards et il se répartit principalement sur de l'investissement réseau avec 4,7 milliards d'investissements sur le réseau. Donc nous sommes un opérateur clé pour le déploiement de notre réseau et notamment en France sur le réseau fibre puisque nous avons au global aujourd'hui chez Orange Group pour les pays qui ont fait le choix de la fibre 11,8 millions de clients sur 56,5 millions de foyers raccordables. Au niveau de la banque, on nous connaît un petit peu plus depuis l'arrivée d'Orange Bank. On est assez content de nos résultats parce qu'on a fait un bond assez important en 2021 sur notre parc client qui est maintenant à hauteur de 1,7 million de clients et ça représente 800 millions de revenus au total. Et puis depuis 2 ans à peu près, on a engagé un programme d'efficacité opérationnelle sur lequel je reviendrai tout à l'heure parce qu'à l'intérieur de l'efficacité opérationnelle se situent tous les projets de transformation et tous les accompagnements que nous pouvons faire et la facilitation trouve toute sa place. Et donc ce programme qui s'appelle Scale Up en fait représente aujourd'hui un objectif de 1 milliard d'économies à réaliser d'ici à 2023. On en a fait 300 l'année dernière, on doit en faire 600 cette année et c'est soutenu bien sûr par un ensemble de programmes de transformation, vous pouvez l'imaginer, qui nous permettront d'arriver à cet objectif d'efficacité opérationnelle. Et enfin, on en parle moins souvent, mais c'est très très important chez nous. On a 566 projets qui sont soutenus par la Fondation Orange et qui permettent à 500 000 bénéficiaires, notamment, de bénéficier de nos programmes d'éducation numérique à travers le monde. Donc voilà pour Orange dans sa globalité. Alors c'était intéressant, c'est aussi pour ça que le Orange m'intéressait et nos échanges m'intéressent parce que on est très très proche dans les problématiques, alors au-delà des chiffres, mais que ce soit EDF ou EDF, parce qu'il y a notamment un intérêt, c'est qu'il y a des métiers très variés et donc des populations très variées. Et toute la difficulté et l'enjeu et le plaisir en même temps de désiloter tout ça, c'est de faire cohabiter et d'échanger des personnes qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas les mêmes besoins, mais qui sont représentatives finalement de la population. En fait. Tout à fait en phase. Et c'est vrai que dès lors qu'on est dans des métiers d'opérateurs, on a beaucoup de similitudes, y compris en termes de rythme, de transformation et de thématiques de transformation. C'est pas neutre ou opérateur de service, hein, bien sûr aussi. J'ai pu m'en apercevoir il y a peu de temps d'ailleurs en travaillant avec la Française des Jeux qui était vraiment sur les mêmes thématiques de transformation que je vais aborder là. Merci pour ce slide sur Engage 2025. Donc pour vous donner un aperçu de la structure de ce qu'on appelle notre plan quinquennal.
Donc d'ici à 2025, vous retrouvez les grandes briques. Je ne vais pas les détailler ici. Je pourrais répondre à vos questions si vous en avez, mais vous retrouvez les grandes briques qui nous drive jusqu'à 2025, avec bien sûr en filigrane toute la dynamique au travers on va dire du rôle de quelque chose qui nous touche plus en tant que facilitateur, et je vous verrai pourquoi tout à l'heure, qui est en bas à droite, qui est construire bien sûr ensemble l'entreprise de demain, et notamment relever le défi des compétences. Ça fait partie de nos priorités aujourd'hui dans les équipes de facilitateurs de notre DO et chez Orange France. Alors sur notre DO, nous avons une structure en fait qui est autour de direction métier, forcément de grands silos métiers, un peu comme beaucoup d'entreprises. Donc on a des entreprises, des directions qui adressent les métiers du commerce, notamment au travers de nos boutiques. On a 5000 boutiques au total à peu près dans le monde aujourd'hui. On a bien sûr aussi tous les techniciens, donc ce qu'on appelle nos unités techniques qui interviennent chez le client pour déployer la fibre. Et puis depuis 2019, nous avons lancé un projet qui s'appelait Ancrage territorial et qui nous a permis de regrouper les 10 régions en France en 5 et de créer à l'intérieur de ces grands territoires, comme vous le voyez là sur le Grand Nord-Est, de créer ce qu'on appelle des mailles. Donc des mailles qui nous permettent aujourd'hui d'être au plus près de nos clients et de pouvoir travailler en ancrage territorial avec l'ensemble des parties prenantes et au passage en interne. Et là, on retrouve ce que tu évoquais tout à l'heure, Bernard, on retrouve tout ce qui touche par exemple à la capacité à travailler en collectif autour d'enjeux communs, ce qu'on appelle nous travailler en transverse, et donc de regrouper quelques acteurs clés qui vont nous permettre de développer le business bien sûr à l'intérieur de chacune des mailles, en multimétier, en mixant, en maillant l'ensemble des acteurs, et puis aussi au passage, pas que le business, la transformation opérationnelle et les modes de fonctionnement, les pratiques, les postures, l'ensemble de toute la dynamique que l'on peut mettre en place quand on travaille comme ça en multimétier sur un découpage géographique avec une volonté de travailler plus en horizontal. À l'intérieur de notre région, nous avons donc l'équivalent de ce qu'on voit d'un point de vue global chez Orange avec Engage 2025, mais dans notre déclinaison opérationnelle de Engage 2025, nous avons dans chacune de nos régions en France, et c'est le cas pour nous, vous le voyez là, ce qu'on appelle un projet territorial qui est décliné en défis. Et à l'intérieur de ce projet défi territorial, on s'est fixé des objectifs et on a fait le tri des moyens sur lesquels, les leviers sur lesquels on décidait de mettre le plus d'énergie sur l'ensemble de nos items. Vous retrouvez bien sûr le réseau, vous retrouvez les territoires de croissance et l'excellence client, cher à Bernard aussi, et puis la coopération, les compétences sur lesquelles nous agissons tout particulièrement, j'y reviendrai. Le travail avec l'ensemble de nos partenaires, on a une activité qui est fort sous-traitée et qui augmente en part de sous-traitance. C'est essentiel d'être en partenariat rapproché avec nos différents sous-traitants. Et puis un engagement en transverse, en fait, qui traverse un peu tous nos défis sur l'engagement durable pour l'égalité numérique et la planète et la diversité. Donc ça, c'est le chapeau dans lequel aujourd'hui nous agissons en tant que facilitateurs. Et à l'intérieur donc de ce projet exécutif, de ce projet territorial, nous avons ce qu'on appelle le défi coopération et compétences. Vous retrouvez les 4 grandes lignes d'opération que le CODIR chez nous sur la région s'est fixé. Travailler mieux ensemble au service d'une meilleure efficacité, ancrer le digital dans notre quotidien, faire des mailles qu'on voyait tout à l'heure avec la carte, une réussite, donc faire de la coopération transverse et dans chacun de nos territoires, une réussite, et accompagner chaque salarié, chaque manager au service de la transformation et de la performance. Alors si je zoome, voilà, merci beaucoup, sur la dimension compétences, je fais un petit retour arrière de quelques minutes pour vous remettre dans le contexte dans lequel on était en 2015 quand nous nous sommes engagés sur le programme quinquennal précédent qui s'appelait Essentiel 2020, dans lequel on a décidé de passer un cran en termes de culture managériale et de rentrer dans ce qu'on a appelé Manager 2020. C'est là qu'on a installé la qualité relationnelle Orange avec une volonté en fait
de faire la différence sur les 10 ans à venir pour que vis-à-vis de nos clients, quand on soit en contact avec Orange, on fasse une vraie différence entre Orange et les autres sur la qualité relationnelle. Et pour avoir cette qualité relationnelle, il nous fallait installer une qualité relationnelle plus optimum à l'intérieur de l'entreprise, en faisant le pari que si nous mettions en place ce qu'on a appelé les 5 toujours dans nos relations quotidiennes, manager, managé et entre pairs, et ben ce qui se ferait à l'intérieur se verrait à l'extérieur. Et que nos clients, grâce à ça, trouveraient une différence dans la qualité relationnelle avec Orange. Donc c'est pour ça que vous retrouvez cette symétrie des attentions avec des 5 toujours internes dans nos relations et les 5 toujours vis-à-vis de nos clients que vous retrouverez résumé ici. Ça nous porte toujours, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on a fini de mettre en place en 2018 et depuis, en fait, on surfe sur cette dynamique pour continuer à travailler sur nos soft skills, sur la qualité relationnelle et puis depuis 2 ans, avec les 2 années qui viennent de s'écouler avec la crise, on a continué à travailler beaucoup aussi sur la coopération et le partage de pratiques. Juste une petite question là, quand je vois cette slide qui est vraiment très intéressante. Chez vous, c'est les mêmes personnes qui bossent sur l'expérience client et l'expérience collaborateur ou c'est non, c'est quand même non. Très différente. D'accord, ok. Non, effectivement, on n'a pas une seule direction. L'expérience client, c'est l'expérience client. L'expérience collaborateur, c'est porté par un ensemble d'acteurs, notamment l'immobilier et les RH. D'accord. Et par contre, à l'intérieur de l'expérience collaborateur, oui, on va trouver bien sûr toute la ligne managériale hein, qui est très active. Bah, c'est pour ça que la transition, merci. On n'a pas répété, hein, mais on est plutôt pas mal. Hein. Merci beaucoup hein, pour les enchaînements. Donc, l'empreinte managériale d'Orange France, puisque les managers sont au cœur de l'expérience des collaborateurs et la RH, donc, est effectivement chez nous l'acteur clé avec l'immobilier pour permettre à l'ensemble des managers et de leurs équipes de vivre une expérience collaborateur digne de ce nom. Alors, on a passé un cran justement à ce moment-là et on a positionné ce qu'on appelle des marqueurs, des repères fédérateurs qui nous ont permis de passer d'une histoire managériale un peu compliquée que vous avez peut-être tous en tête chez Orange, France Télécom, à l'époque où on a passé des moments de crise sociale difficile. Et donc, de 2015 à 2018, on a vraiment passé un cran et on a intégré ces marqueurs et depuis, donc, on travaille en termes de mise en œuvre de ces postures et de ces pratiques. Alors, si on a besoin d'y revenir, on y reviendra dans le détail. Alors, depuis peu, on commence à parler d'organisation apprenante et ça, c'est venu avec le programme Engage 2025 où on a commencé, Orange commence à se positionner comme une entreprise actrice de ce qu'on appelle les organisations apprenantes et surtout actrices des écosystèmes dans lesquels elles évoluent. On voyait tout à l'heure avec l'ancrage territorial qu'on souhaitait prendre une place particulière auprès des parties prenantes de nos territoires. Ça se fait au travers, bien sûr, de nos relations avec d'autres entreprises, avec nos partenaires, avec les écoles. Ça se fait aussi dans le cadre de l'ensemble des collectivités locales. Tout ça, ça contribue en fait à mettre en place vraiment cette logique d'entreprise apprenante. Et nous, on surfe sur la vague avec les facilitateurs et les communautés de managers. On surfe sur la vague de ce qu'on appelle l'apprenance, qui est quelque chose qui est assez nouveau, qu'on appréhende encore aujourd'hui, un petit peu. On n'est pas encore complètement à l'aise avec ça. Mais on sait qu'aujourd'hui, on a des marges de manœuvre qui nous permettent, avec les managers et les équipes, en fait, d'aller sur plus d'autonomie, plus d'innovation. On retrouve beaucoup de choses de ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, l'intelligence collective, et puis surtout d'essayer d'installer une dynamique d'apprenance en continu. Alors pourquoi, je vois dans le chat, je vais y répondre tout de suite parce que ça titille peut-être certains et je le comprends, pourquoi faciliteur et pas facilitateur. Alors après, beaucoup d'échanges parce qu'on est dans une entreprise où on peut échanger beaucoup sur les termes pendant longtemps, des fois ça arrive. On s'est aperçu qu'en fait c'était plus simple de dire faciliteur, tout le monde était à peu près d'accord, on butait moins sur le nom, sur le mot. Donc on a choisi ça, on a vérifié si les deux étaient acceptés en français, ce qui est le cas. Donc on dit faciliteur. Alors étrangement, par contre, on ne dit pas facilitrice, on dit facilitatrice. Donc bon voilà, c'est juste une petite anecdote, mais n'accrochez pas trop là-dessus, on est bien sûr tous, comme vous, des facilitateurs. Donc, alors la question managériale, on l'a formulée de cette manière-là et je vous propose de la reprendre.
passer d'un modèle verticalisé. C'est vrai qu'on est quand même issu d'une entreprise qui est beaucoup encore en silo et qui fonctionne par grande dimension métier, même si on a beaucoup travaillé sur la coopération transverse, à un mode plus décentralisé, avec un fort accent mis sur la responsabilisation, et puis adapter notre organisation du travail, bien sûr avec une mixité des temps de travail à distance, j'y reviendrai pas, et en présentiel, même si vous allez voir qu'on a un axe de travail important sur l'hybride, bien sûr, et puis avoir des managers d'équipe qui peuvent utiliser leur marge de manœuvre pour trouver, co-construire eux-mêmes avec leurs équipes, avec leurs pairs, les modes de fonctionnement les plus adaptés et les plus efficaces, ce qui est encore un enjeu aujourd'hui. J'y reviens tout de suite sur les projections 2022. Merci Bertrand. Alors justement, depuis le mois de septembre, c'est tout frais. Orange France, cette fois-ci on est au périmètre d'Orange France, a lancé un nouveau programme qui s'appelle Manager Autrement. Et on fait le pari, en fait, dans ce programme, le pari de ce qu'on appelle le pari du co, c'est-à-dire le co-responsable, la coopération, la co-construction, le co-développement. Pourquoi, en fait, on fait ce pari-là? C'est parce que on le voit qu'en ce début d'année, on a une forte augmentation du télétravail qui est conventionné maintenant et qui nous pousse à travailler en management hybride. On a une animation à distance qui est devenue une compétence essentielle pour nos managers et une manière de travailler qui est en train de s'installer. On vient de passer sur Microsoft 365 depuis seulement quelques mois. Et donc, on prend en main aussi toutes ces fonctionnalités pour développer nos usages et les renforcer encore. Et puis, un besoin d'adapter nos modes de fonctionnement en impliquant beaucoup plus les équipes. On a, comme beaucoup d'entreprises, la question de l'engagement qui est devant nous. Et donc, on fait ce pari de manager autrement pour concrètement mettre en place un programme qui nous permet d'accompagner chacun des managers et de leurs équipes, à prendre les postures, mettre en place les conditions qui permettent d'associer chacun à la co-création d'un écosystème de confiance, en fait. En tout cas, on a des équipes qui sont dans un écosystème de confiance, d'autres moins. On a des endroits dans l'entreprise où on a encore du travail à réaliser. Et globalement, on se dit qu'on n'a jamais fini sur ce sujet-là et que l'écosystème de confiance, c'est quelque chose de clé qui nous permet de valoriser notamment la performance technique et relationnelle dans nos équipes. Sur notre région, ça va se concrétiser par 2 parcours d'accompagnement clés qui sont en train de se mettre en place, qu'on est en train de découvrir nous-mêmes, puisqu'ils nous sont proposés par soit Orange France, soit par notre campus groupe, puisqu'on a la chance d'avoir un campus. Et ça se traduit au travers de 3 grandes orientations. La première orientation, c'est qu'on a décidé d'ancrer nos pratiques de feedback. Ça fait à peu près 2 ans, ça fait 2 bonnes années qu'on travaille sur le feedback. On a un parcours qui a été créé et qui permet aujourd'hui d'accompagner chacun des managers sur le feedback. On a créé une méthode feedback autour de 3 feedbacks: feedback de félicitations, feedback de développement et feedback relationnel. Le feedback de développement étant de la nature d'un feed-forward. Et puis, on a aussi décidé d'aller plus loin parce qu'on a beaucoup misé sur les managers et on est en train de se dire que maintenant, il faut accompagner les managers avec leurs équipes à installer les conditions du feedback dans l'équipe pour aller vers plus de feedback collectif. Et donc, quelque part, on vise la culture du feedback et ça demande un petit peu de temps et de l'énergie. Un autre axe qui va nous occuper... Albert, il reviendra un peu après quand même sur ces notions-là. Ah bah super. Très bien, merci. Un autre axe qui va être clé cette année et qui l'est déjà, puisqu'on le voit bien, c'est l'organisation du travail, avec bien sûr le management hybride, mais chez nous, ça revêt aussi une autre dimension, puisqu'on vient de signer un accord intergénérationnel et nous accélérons les départs en fait en temps partiel senior. Que nous devions faire en 6 ans, ils sont accélérés sur 2 ans, ce qui veut dire qu'on va vivre pendant 2 ans une très forte contraction de nos ressources avec de la restructuration et de la réorganisation. Et donc, nous devons travailler aussi sur l'organisation du travail. Ça répond forcément à 2 enjeux. L'enjeu de l'engagement, puisque je le disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui, on le sait, et c'est une vraie conviction, plus on implique, plus on associe chacun
en continu dans le mode de fonctionnement de l'équipe, et plus chacun se sent responsabilisé et donc reste engagé. Et puis ça revêt aussi d'un point de vue plus structurel une nécessité de travailler sur cette organisation du travail, puisque on va avoir une contraction des ressources et on a déjà un sujet sur la charge de travail qui va s'amplifier. Et enfin, donc voilà, on a un socle SI qui nous fait évoluer nos actes managériaux, j'y reviens pas, qui s'appelle My Job et qui nous permet de faire évoluer plusieurs actes managériaux autour de la rémunération, du recrutement et du feedback. Donc ça, ce sont vraiment notre structure sur la région. Alors, c'est soutenu par ce qu'on appelle chez nous la fabrique managériale. Donc, c'est le véhicule chez nous qui rassemble l'ensemble de tout ce que l'on fait en termes de dynamique d'accompagnement de l'ensemble de nos équipes sur le développement des compétences, le premier axe, et puis sur la transformation, le développement et la manière de co-construire en équipe. Alors, cette fabrique managériale, elle est soutenue par un ensemble de parcours, de programmes, d'ateliers, de thématiques différentes, mais elle est soutenue surtout par des équipes. En fait, on a 700 managers, bien sûr, sur la région, qui sont animés dans 6 communautés régionales, et ces 6 communautés régionales à l'intérieur de notre région sont animées par des managers volontaires qui ont pris la mission d'animer leurs pairs et qui ont conçu des communautés apprenantes de managers. Donc, 700 managers animés sur 6 communautés. Et ces 6 communautés, heureusement, on a 45 volontaires qui se sont positionnés pour animer leurs pairs. Et puis 60 facilitateurs qui sont des salariés volontaires, un peu comme aujourd'hui, j'ai vu tout à l'heure sur les post-it, issus de plein de métiers différents, avec des fonctions diverses. Et c'est grâce à cette diversité aujourd'hui qu'on arrive aussi à avancer en s'enrichissant. Les chiffres que tu donnes, c'est sur le nord-est, c'est Orange Nord-Est. Nord-Est, là je suis rentré dans le nord-est, effectivement. Okay. Donc on a aujourd'hui 700 managers pour 7000 salariés sur le nord-est. Oui, voilà, merci. Tu peux dérouler d'ailleurs, parce que j'ai pas fait gaffe qu'il y avait une petite animation qui avait suivi. Avec notre équipe de facilitateurs, en fait, on fait le choix de travailler sur bien sûr tout ce qui est accompagnement du changement. On fait le choix de travailler aussi sur le développement des compétences, vous l'avez compris, avec le feedback, avec la capacité qu'on a à aider les managers à revisiter les activités de l'équipe, à mettre en place, on a fait des mises en place par le passé autour du droit à l'erreur. On a aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui touchait aux compétences pour évaluer justement les compétences. Et en fait, ça demande aujourd'hui à continuer à s'occuper aussi de nous. Et c'est quelque chose qu'on essaie de ne pas perdre avec Stéphane, notamment dans le viseur. On garde toujours la nécessité de continuer à se professionnaliser. Comme chez nous, ce sont des facilitateurs volontaires. Le deal qui est passé entre la direction, entre notre CODIR et les salariés qui se positionnent sur cette mission, c'est bien sûr eux de leur côté de dégager du temps en plus de leur métier pour jouer le jeu du facilitateur, mais du côté de notre direction Orange, c'est de mettre des moyens pour permettre à chacun de continuer à se professionnaliser. Vous retrouvez ici les 4 axes qui vont nous occuper cette année et qui vont nous permettre de continuer à nous développer, à être plus experts. On va travailler sur nos soft skills, sur notre capacité à renforcer nos compétences d'accompagnement de nos collectifs. On vient d'avoir une petite équipe qui travaille sur le changement, là, sur l'accompagnement du changement, avec le soutien de notre campus. On a beaucoup investi sur la facilitation à distance ces 2 dernières années et on continue à s'entraîner sur la manière de faciliter à distance du fait de la taille de nos territoires, même si on va avoir la chance de refaire du présentiel, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et puis, un axe très important, c'est qu'on souhaite aussi rentrer plus avant sur notre capacité à qualifier le besoin du commanditaire. Je le mettais tout à l'heure dans le petit post-it. Et puis, le design d'intervention de bout en bout. Donc, vraiment, aller loin dans la capacité à questionner, à écouter, et puis à proposer des solutions complètes et répondant le plus proche possible des besoins. 2 petites questions, Christian. Juste, on est d'accord, enfin, quand on discutait ensemble, chez vous, les facilitateurs, sont des managers? Pas que, en fait. Ils sont issus de plusieurs métiers. Donc, on a des formateurs, on a des managers, on a des fonctions RH, on a des fonctions immobiliers, on a des chefs de projet, voilà, ça a été volontairement très ouvert. On a toujours fait attention à ne pas tomber dans le piège
de n'avoir que des facilitateurs dont le métier serait d'être formateur. On voulait de la diversité, donc c'est quelque chose qu'on a piloté dans la durée. Et on a des managers qui, pour certains d'entre eux, ont vraiment pris la mission de facilitateur et agissent donc sur l'ensemble du scope. Mais on a aussi un axe de travail pour développer la facilitation de l'intelligence collective chez nos managers. Et ça, il y a aujourd'hui, on a encore du travail dessus. Et bon, il nous reste dans 5 minutes dans la séquence. Là, j'ai déjà 3 questions que je te pose. Oui, rapidement. Je les vois arriver. Ouais. Donc, est-ce que tu peux avoir une idée du temps dégagé? Après, je pense que c'est propre à chacun, mais on ne sait jamais. Alors, j'imagine que la question porte sur les facilitateurs. Alors, le temps dégagé, en fait, on a fait un pari de fonctionnement qui tient pour le moment. On va voir dans la durée. Moi, je demande en fait à chaque semestre à tout le collectif des facilitateurs, à chacun d'entre eux, à quel niveau ils sont en capacité de s'investir, à hauteur de combien d'actions de facilitation. On a fait une petite quote-part pour dire qu'une action de facilitation aujourd'hui, ça pouvait aller jusqu'entre 1 et 3 jours d'animation et de préparation. Alors, des fois, c'est plus, des fois, c'est moins, mais il fallait faire une petite quote-part. Donc, je fais une estimation. Ça me permet, moi, d'avoir une idée de la force vive du collectif et de pouvoir partager avec le comité de direction sur cette force vive. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on a une taille critique de 60 qui tient plutôt pas mal et on jongle avec les disponibilités des agendas de chaque facilitateur au regard des demandes qui nous sont faites au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et c'est là, en fait, que chacun est capable de s'impliquer plus ou moins. Donc, on n'a pas vraiment, je ne sais pas dire, ramené à un facilitateur sur une année à hauteur de combien d'heures ça l'occupe, parce que ça peut être très, très variable. Les situations de chaque facilitateur sont très différentes. Un facilitateur peut se remettre un peu en retrait parce qu'il vient de prendre un nouveau job. Il peut d'un seul coup avoir un peu plus de possibilités et s'investir plus dans le collectif. Donc, c'est un petit peu compliqué de le mesurer précisément. Je crois qu'on a... on a pas mal de questions qui arrivent. Je vais essayer d'aller vite. Sinon, je pourrais répondre en différé avec grand plaisir. Quelle est la perception des managers sur ce point avant et après? Alors, sur ce point, du coup, j'ai été vite. Donc, je ne sais pas quel était le point, mais j'imagine que c'était sur l'action des facilitateurs. Si Thierry, tu veux bien... Exactement. Ouais, c'est ça, Thierry? Ok, super. Alors, aujourd'hui, on mesure, quand on fait, par exemple, des ateliers d'accompagnement entre pairs sur des soft skills, ou quand on fait des accompagnements de managers avec leur équipe, on mesure à chaud, de manière qualitative, effectivement, les retours. On n'a pas de sondage à froid, on n'a pas de dispositif de mesure systématique de la satisfaction du commanditaire. Ça fait partie de nos projets. On voudrait se professionnaliser dans notre capacité à mieux mesurer la satisfaction en bout de course du commanditaire ou du manager qui a fait appel à un facilitateur. Des utilisateurs finaux aussi, du coup. Tu dis, pardon? Et des utilisateurs finaux, quand même, aussi. Et les utilisateurs finaux que peuvent être l'équipe. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'est pas encore suffisamment avancé pour pouvoir dire qu'on mesure véritablement. On le fait qualitativement et on le fait, bien sûr, quand on est dans des dispositifs plus par exemple, des ateliers de capitalisation où on mixe de la formation et de l'animation en intelligence collective. Là, on a une mesure de satisfaction qui est faite, bien sûr. Je pense que c'est le lien là avec la question de Guillaume. Oui, Thierry. Avec la performance, qui est ma deuxième question, qui va peu avec, en fait, vous ne l'avez pas fait encore, c'est ça Alors le lien avec la performance, en fait, le pari qui est fait aujourd'hui, et c'est vrai que c'est aussi très lié à la manière dont culturellement, aujourd'hui, on a installé la facilitation au sein de nos écosystèmes, c'est que dans un premier temps, la facilitation a été très orientée sur l'accompagnement du développement des compétences de nos managers, et on est en train de l'ouvrir pour en faire un levier de transformation, sur des projets de transformation, sur le soutien, par exemple, on le voyait tout à l'heure, des grands axes du projet stratégique, du projet exécutif de la région. Et donc, on ne mesure pas précisément l'impact de la facilitation de l'intelligence collective sur la performance. Ok, merci. On peut prendre une dernière question. Les autres, mais je te les enverrai. Enfin, tu les as ici. Ouais, je te les renverrai pour proposer une FAQ suite à la réunion avec le compte rendu. La question, c'est peut-être, je vais prendre celle des... Allez, vas-y, je te laisse choisir. Allez, depuis combien de temps l'organisation avec les facilitateurs, les facilitateurs, c'est ce que tu as dit un peu avant, quoi. 2016, ouais. Les collectifs de facilitateurs, on est 400 en France, c'est 2016.
Et juste la question de Franck, parce que elle nous intéresse aussi, la compétence de facilitateur ou de facilitateur est-elle reconnue comme une compétence métier à Orange ou elle est perçue comment? Vous avez des lettres de mission, vous avez, enfin, voilà. Alors, c'est pas un métier, c'est pas une fonction, vous l'avez compris. En fait, c'est une mission et on est en train de se structurer effectivement pour pouvoir calibrer, formaliser. La mission est formalisée, mais de manière. En fait, chaque région a un peu son autonomie sur la manière d'officialiser la région, la mission. Ce que l'on est en train de faire, par contre, c'est qu'on est en train de copier ce qu'on pourrait faire sur des référentiels de compétences qu'on aurait sur d'autres fonctions de manière structurelle installée dans notre référentiel compétences RH. Et on est en train de s'autoriser avec Stéphane, d'ailleurs on y bosse, on est en train de construire quelque chose, un questionnaire d'évaluation et puis quelque part des outils qui nous permettraient d'être plus on va dire plus précis sur l'évaluation des compétences. En termes de reconnaissance, en fait, la compétence en elle-même, elle est reconnue, on va dire, par la mission des facilitateurs. Et aujourd'hui, elle intègre les grilles d'évaluation de compétences des managers, où effectivement, dans leur grille de compétences, il y a le feedback, par exemple, mais il y a aussi la capacité à animer l'intelligence collective. Je ne suis pas sûr que le mot facilitation soit utilisé dans la grille du manager. C'est quand même un mot qu'on est encore en train d'installer. Ok, juste deux remarques. Le type de facilitateur, c'est juste par rapport à la question de David. En fait, il y aura pas mal d'informations que va nous donner après Albert, donc je pense que tu auras pas mal de tips qui vont arriver après. Et puis juste sur la question de Guillaume Klaus, qui lui est un expert justement sur l'expérience client, mais je pense que tu y as répondu, notamment dans les ateliers que vous animiez pour le faire de façon plus qualitative, différemment. Voilà, sur les films. Oui, tout à fait. Ok, alors du coup, il y avait encore deux slides où je sais pas. En fait, c'est mon slide de conclusion pour vous dire que si on est là cet après-midi et grâce à toi, en fait, c'est pas neutre, c'est parce que et Franck, côté EDF, tu le sais aussi, on a une dynamique, on a une virgule à la fabrique managériale, c'est ce qu'on appelle la fabrique ouverte. Et donc, on a décidé effectivement, on va dire motivé par les 5 disciplines de Peter Senge sur les organisations apprenantes, on ne pouvait pas passer à côté de l'envie de s'ouvrir à nos écosystèmes, nous aussi. Et donc, avec les communautés de managers et les facilitateurs, on a décidé de se connecter aux parties prenantes de nos différents territoires, ce qui se concrétise cet après-midi avec vous. Et merci beaucoup pour votre écoute et ces questions. Je poursuivrai bien sûr sur les réponses si besoin. Au-delà de ces éléments. Comme tu le dis, du coup, je vais intervenir 2 fois chez toi très prochainement. Et puis, tu interviendras AES sur la partie transformation et innovation. Et pour mes collègues DS, vous pouvez déjà noter, mais c'est déjà dans l'agenda de l'innovation avec une invitation que vous pouvez trouver pour vous y inscrire. Ce sera le 8 avril, je crois, enfin, je suis même sûr, le 8 avril, dans une table ronde qu'on organisera en distanciel où il y aura donc Christian, mais également donc le Jean-Claude Mutschler en tant que directeur général de Strasbourg XR Réseau et Christelle Joseph Monory en tant que directrice générale d'ES Énergie. Voilà, donc ça, on essaiera d'animer tout ça le 8 avril, voilà pour mes collègues. Exactement, on a fait un bon deal. Ouais. Merci beaucoup, c'était très très intéressant. Merci, on va voir si dans le klaxoon il y a eu des remarques. C'est juste en annexe, on va pas le commenter, vous retrouverez dans la présentation 3 slides qui donnent effectivement les chiffres que tu as indiqués rapidement en intro. Je retourne du coup sur le klaxoon. Alors pour voir, donc il y a eu, voilà, donc n'hésitez pas à enrichir, pareil par rapport à l'intervention de Christian. Si vous avez d'autres questions d'ailleurs ou d'autres remarques, puisque finalement on pourra rebondir dessus, n'hésitez pas à retourner sur le klaxoon pour mettre des post-it, vos remarques, etc. Mais on vous enverra aussi un petit questionnaire après, où vous pourrez rajouter aussi des questions que vous posez, etc. Voilà. Sans plus attendre, Albert, tu nous as rejoint. On est presque dans les délais, mais bon, il y a un peu de mou à la fin, donc j'arriverai à m'organiser. Albert, je te rassure. Bienvenue Albert. Merci beaucoup. Alors Albert, ça me fait très très plaisir de t'avoir. Pour la petite histoire, parce que on a eu la chance de faire un petit TEDx à La Rochelle où on a fait connaissance et tu étais passionnant depuis ce jour-là. Je te suis.
Tu vas dire un petit peu très rapidement ce que tu fais, mais je sais que tu es aussi intervenu au niveau d'EDF pour parler justement des biais cognitifs notamment. Voilà. Et puis récemment, justement, j'ai vu dans une newsletter que vous vous intéressez beaucoup aux effets de l'hybride, notamment sur la dynamique humaine, enfin la préoccupation sur l'humain. Et je me suis dit, tiens, est-ce que tu serais d'accord de venir intervenir aujourd'hui gratos? On est en très frugal. Moi, je suis très frugal. Je suis seul à m'occuper de tout ça. Donc. Et donc, merci à toi. Et je suis très heureux parce que je sais très bien ce que tu vas partager. Et donc, ça me fait plaisir que tu le partages avec tous ceux qui participent aujourd'hui. Voilà. Merci déjà beaucoup pour l'invitation. C'est toujours agréable et de se revoir depuis tout ce temps. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais parler un peu avec vous c'est en deux parties en fait. La première partie, on va essayer de parler de la cognition sociale. Et dans notre deuxième partie, on parlera un peu du télétravail. Mais c'est important qu'on commence par les bases. Je vais déjà m'introduire pour dire qui je suis. Donc je m'appelle Albert Moukébert. Je suis docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Je travaillais pendant un moment en psychiatrie, puis je me suis intéressé à ce qu'on appelle la population générale, tout le monde. Je suis enseignant à l'université Paris 8 sur les masters de psychoclinique. Je conserve mon activité en tant que clinicien. Et j'ai développé aussi un track neurosciences pour l'éducation exécutive de la chaire Polytechnique HEC, où on donne des cours sur les questions liées à l'appareil psychique humain, à les étudiants en entrepreneuriat, pour les startups, sur des modèles, par exemple, de scale-up qui ont été mentionnés. Je travaille aussi avec les copains de Cogix, qui est une boîte qui s'intéresse au monde du travail. Et donc, avec Cogix, on a fait pas mal d'études. Avant Covid, on était en train de s'intéresser à la semaine de 4 jours de travail. Donc, on a accompagné une entreprise qui est passée aux 4 jours de travail avec un salaire de 5 jours pour voir est-ce que c'est mieux de travailler moins, parce que on n'a pas énormément de temps, mais sans rentrer dans les détails, on travaille 5 jours, c'est une sorte de convention. Il n'y a pas des études, c'est pas un truc basé sur les preuves de pourquoi le week-end c'est 2 jours, pourquoi on travaille 5 jours, pourquoi pas 6, pourquoi pas 4, pourquoi de 9h à 17h, pas de 9h à 15h. On ne sait pas en fait vraiment. Et donc on était en train de questionner avec une boîte Welcome to the Jungle, est-ce qu'on ne serait pas peut-être tout aussi efficace, mais on le vivrait mieux si on bosse 4 jours par semaine au lieu de 5. Et après il y a eu Covid. Donc, il a fallu développer d'autres modèles hybrides de travail. Et là, on est passé à l'évaluation de l'impact du télétravail. Et c'est un peu de ça qu'on va parler. On va pas parler du travail, genre, moi, je travaille pas du tout sur genre la performance, les KPI, etc. Je suis psy, et neuroscientifique. Je travaille sur qu'est-ce que ça fait dans nos représentations, dans notre cerveau un peu, notre psyché. Et donc aujourd'hui, on va parler dans la première partie de la cognition sociale, parce qu'au final, c'est quoi le travail? En tout cas, sauf si vous travaillez genre seul, le travail, c'est de la collaboration. Et la collaboration nécessite une représentation de soi et des autres, de la communication. Et donc, on va voir un peu très vite. On a genre 20 minutes si on veut prendre des questions-réponses, donc je vais essayer d'être bref. On va voir c'est quoi les bases un peu de la cognition sociale vraiment très rapidement, et puis on verra c'est quoi sur le télétravail. Donc la cognition sociale, il faut savoir que c'est quelque chose qui se développe très 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 vite. On a une préférence pour les stimuli sociaux dès notre très 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 jeune âge. Par exemple, sur la diapo suivante, c'est une expérience qu'on a fait au labo où j'ai fait ma thèse. Des enfants qui ont 4 heures de vie, donc qui viennent de naître, quand on les met dans leur berceau, si on leur met d'un côté du berceau des stimuli non sociaux et de l'autre côté du berceau des stimuli sociaux, on a déjà une attirance pour les stimuli sociaux. C'est quelque chose qui est très rapide, et très rapidement, à partir d'un âge aussi très très jeune, on développe des capacités. Donc si on passe à la diapo suivante, on développe des capacités de mentaliser et d'attribuer des états mentaux aux autres. Et ces états mentaux, ce que je pense que les autres sont en train de penser, impacte mes représentations mentales. En gros, c'est une vision un peu bizarre, mais on a tendance à croire que nos pensées sont juste dans mon cerveau, mais il y a tout un courant de pensée en neurosciences qui s'appelle la pensée incarnée. C'est que mon cerveau est tout le temps en train de créer mes pensées, pas juste dans mon cerveau, mais dans mon corps, et aussi dans le contexte social dans lequel je suis. Par exemple, les mots qui sont en train de sortir maintenant de ma bouche ne sortiraient pas de la même manière, même si je parle du même sujet, si j'étais en train de parler avec des potes. Et donc, les représentations des uns et des autres, votre présence,
impacte mon cerveau. J'avais une petite illusion que je voulais vous montrer, c'est une vidéo, mais on peut la passer, ou bien on peut la regarder un peu si tu peux faire play. En gros, c'est une expérience qui s'appelle l'illusion de Heider Simmel. C'est assez court. C'est une expérience des années 50. Et si vous la regardez, on va la regarder genre 30 secondes. Et après, on passera à autre chose. C'est juste pour vous montrer combien notre cognition sociale est vraiment automatique. Ça s'est arrêté là. Ok. Tu me dis, Albert. Ouais, en fait, j'essaie de trouver le chat, mais j'arrive pas à trouver le chat chez moi. Je sais pas pourquoi. Vous voyez pas la vidéo sur mon écran, là, Anne, a priori. En gros, ma question, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Est-ce que quelqu'un a des idées? Si tu peux me lire le chat, parce que je sais pas pourquoi je le vois pas. Je ne vois pas les commentaires. Enfin, je vois le chat, mais là, Il n'y a personne qui commente. Non, moi, je voyais plutôt une fuite et des gens un rond qui se protège, un autre qui attaque un autre. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, et c'est ça cette illusion, c'est qu'en gros, ce qu'il y avait sur l'écran, c'était juste des triangles et des ronds. Mais on va leur attribuer des intentions de comportement humain. Et ça, c'est notre cognition sociale. On a tendance à attribuer à tout. Et cette notion d'attribuer des intentions, on appelle ça la théorie de l'esprit. Donc, c'est la prochaine diapo. Et la théorie de l'esprit, c'est quelque chose qu'on acquiert très tôt. Si on clique, encore une fois, très tôt, à partir de l'âge de 1 an ou 2 ans, c'est un test très connu en psychologie de développement qui s'appelle, si on revient une diapo en arrière, qui s'appelle le test de Sally et de Anne. Je vous l'expliquais très vite. On va montrer 2 poupées à l'enfant. Donc Sally et Anne, c'est la cage du dessus. Sally va ranger sa bille dans le panier et sortir de la pièce. Et en son absence, Anne va déplacer dans la bille dans la boîte. Et quand Sally revient, on va demander à l'enfant où est-ce qu'elle va chercher la bille. Et si l'enfant dit elle va chercher la bille dans la boîte, c'est qu'il n'a pas acquis encore de théorie de l'esprit. Il n'a pas compris que ce qui se passe quand Sally n'est pas là, en fait, elle ne le sait pas. Et s'il dit Sally va chercher la bille dans le panier, ou elle le laissait en gros, c'est qu'elle a acquis une théorie de l'esprit. C'est quand on commence à développer ses capacités à mentaliser les autres, et ça on l'acquiert vers 1 an et demi ou 2. Et à partir de ce moment-là, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, on va développer 3 types de pensées liées à notre cognition sociale. Ce qu'on appelle les pensées du premier ordre, c'est les choses que je pense sur moi. Est-ce que je pense que je suis compétent, que je suis sympa, pas du tout, etc. Les pensées du deuxième ordre, c'est qu'est-ce que je pense des autres. Est-ce que je pense que mes collègues sont compétents, que mon patron me respecte, que mon équipe bosse bien, etc. Et les pensées du troisième ordre, c'est qu'est-ce que je pense que les autres pensent de moi. Est-ce que je pense que mes collègues pensent que je suis compétent, que mon patron pense que je suis un bon élément, que mes salariés pensent que je suis un bon patron, etc. Et c'est le jeu entre ces pensées de premier ordre, de deuxième ordre et de troisième ordre détermine la manière dont on va pouvoir collaborer ensemble. Et donc, collaborer, c'est quoi? Ça implique ce qu'on appelle une communication. Et communiquer, d'un point de vue des sciences cognitives, c'est faire passer une représentation mentale de mon cerveau au cerveau des autres. Et dans cette transmission de ma représentation mentale, donc elle peut être un fait, une émotion, une expérience personnelle, une idée, un projet, etc. Plusieurs dégradations peuvent avoir lieu. Par exemple, il peut y avoir un écart entre ce que je veux dire et les mots que j'utilise. Par exemple, maintenant, j'ai un temps court, donc je vais utiliser des mots plus compressés que si j'avais 1 heure, par exemple, pour vous expliquer sur chaque slide. Entre ce que je dis et ce que vous percevez. Peut-être que là, vous êtes en train de comprendre chacun, peut-être vous êtes en train de rattacher ça à des choses liées à votre famille et pas à votre métier. Entre ce que vous percevez et le contexte de l'interaction. Donc là, vous êtes là pour une journée sur les facilitateurs. Peut-être que si vous étiez là dans une journée sur, je sais pas, l'inclusion, vous aurez perçu l'information dont je vous parle différemment. Et entre ce que vous comprenez et la manière dont ça résonne en vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Est-ce que vous dites pourquoi est-ce qu'on a invité ce mec? On aurait préféré que d'autres intervenants prennent plus de temps, par exemple. Et ces jeux sont très importants parce qu'on fonctionne de manière comparative.
Si on reclique, on est en train de se comparer en permanence les uns aux autres. Et quand on va passer à la période du télétravail, donc ça c'est une expérience que j'aime beaucoup, juste pour montrer combien on est comparatif, parce que c'est pas juste les humains, c'est aussi avec les singes. Donc on va payer 2 singes, 2 salaires différents pour une même tâche. Le singe à gauche va être payé un concombre. Un concombre, c'est plein d'eau, et le singe à droite, pour la même tâche, va être payé un raisin. Un raisin, c'est plein de sucre. Et vous allez voir, quand le singe à gauche va être payé un concombre, alors qu'il a vu le singe à droite être payé un raisin, comme vous pouvez voir ici, chez moi, ça coupe. Je ne sais pas si ça coupe chez tout le monde, mais il n'est pas content, évidemment, ce concombre. On peut cliquer, et là, on va arriver un peu dans le vif de notre sujet, parce que j'ai déjà cramé 7-8 minutes. Donc si on peut passer à la diapo d'après, je vous enverrai cette vidéo. Chez moi, c'est en train de laguer, donc je ne sais pas si c'est chez tout le monde, on peut le voir. Le télétravail, ça ampute une grande partie de notre cognition sociale. Par exemple, là à gauche, il y a des articles qui ont montré l'impact de ne pas pouvoir se toucher sur le plan social. Il y a des études qui ont montré que même au niveau de notre cerveau, on a des neurones qui sont spécialisés dans la cognition sociale, qui modulent par exemple notre douleur, la sensation de douleur d'être avec d'autres personnes ou pas. Et ce qui s'est passé quand on est passé en télétravail, c'est que les niveaux d'ambiguïté de nos communications ont augmenté énormément. Par exemple, dans les boîtes qu'on a suivies, si on clique, on a eu un cas très marrant que j'aime bien raconter, qui est celui-ci. Non, c'est la diapo d'après, le merci versus merci. Vu que la communication, basée sur la slide qu'on avait vue avant, c'est faire passer une représentation mentale de mon cerveau au cerveau des autres, en général, quand on est dans un même espace physique, vous avez beaucoup plus d'indices pour réduire les niveaux de dégradation. Vous me voyez, on peut se dire bonjour, on se demande si quelqu'un veut un café. Avec le télétravail, il ne nous reste plus que, en tout cas dans le télétravail sur les 2 années qui sont passées, que 2 modes de communication. Soit le mode écrit, soit les appels Zoom, les appels en visio comme on est en train de faire maintenant. Et les appels visio et l'écriture ont un très haut taux d'ambiguïté. Et il y a il y a un cas qui s'est présenté à nous, où dans les mails, par exemple, une personne qui signe son mail avec un merci et un point, versus quelqu'un qui signe merci et 3 points d'exclamation, était en train de causer pas mal de problématiques. Par exemple, certaines personnes voyaient le merci point comme une agressivité. Pourquoi est-ce que la personne n'est pas sympa avec moi, genre est-ce que j'ai mal fait mon métier? Et ça crée vraiment beaucoup de troubles. Moi, j'ai fait ma thèse sur quelque chose qui s'appelle la phobie sociale. Et la phobie sociale, c'est des sortes de biais dans notre pensée du 3e ordre. Donc, j'imagine tout le temps que les autres sont en train de penser que moi je suis pas bon, que je suis tout le temps en train d'être jugé négativement. Et le télétravail a énormément biaisé, ou en tout cas déformé les pensées du 3e ordre, parce qu'une grande partie de notre cognition sociale a été amputée. Si on regarde sur la diapo d'après, l'ambiguïté est quelque chose qui est très problématique dans les échanges entre humains, parce que quand il y a de l'ambiguïté, on a moins d'informations. Et quand on a moins d'informations, on fait plus d'interprétations. Plus on interprète, plus je projette. Et plus je projette, et plus il y a des erreurs. Mais le problème, c'est que ces erreurs sont souvent non détectées. Donc, chacun va se construire des récits sur l'autre, des pensées du 3e ordre sur les autres membres de ses équipes. Et on ne va jamais le savoir parce qu'on n'a pas ce feedback. Parfois, on est en télétravail pendant des semaines et des semaines. Chacun est dans son coin en train de travailler seul et on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête des autres. Ça veut pas, et certaines personnes vont me dire oui, mais quand on est dans le bureau, c'est pas comme si on a accès aux pensées des autres. Et c'est là où je veux vous introduire un concept qui est très important dans la cognition sociale qui s'appelle l'attention conjointe. Si on peut cliquer sur la diapo d'après, l'attention conjointe, c'est quoi? Non, avant. L'attention conjointe, c'est quand on partage un espace commun, il y a une attention qui est commune et qui n'est pas sur les sujets sur lesquels on veut collaborer. Par exemple, maintenant, on a tous une attention jointe sur les diapos, en espérant que tout le monde est en train de m'écouter. On partage un espace. Par contre, il y a toute une dimension d'attention qu'on n'a pas, parce qu'on n'est pas dans le même espace physique. Par exemple, si on était dans le même espace physique, je regarde par la fenêtre, et j'ai sur mon visage un regard perplexe, vous pouvez soit regarder par la fenêtre aussi, soit me demander qu'est-ce que tu vois. Si je me lève pour aller faire un thé, je peux vous dire, est-ce que quelqu'un veut un thé ou un café, je le ramène avec vous. Quand on arrive le matin, on peut commenter, je sais que Bernard aime bien le foot, on peut commenter les résultats du match de la veille.
Tout ça a disparu avec le télétravail. Personne ne se connecte sur Zoom pour débattre de qui a vu le dernier épisode de la série qui est sortie la semaine passée ou qu'est-ce qui s'est passé dans le match. Au début de la pandémie, on a essayé de recréer un peu artificiellement ces trucs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les apéros Zoom, on va tous se connecter à 17h et chacun va boire. Et très vite, c'est pas tenable. L'attention conjointe est hyper compliquée à recréer artificiellement. Et donc tout ça, ça a augmenté ces niveaux d'ambiguïté et donc ça a dégradé ces moments de temps faible nécessaires à la cohésion sociale. Donc, ce n'est pas notre capacité à bosser ensemble qui est impactée. On peut bosser ensemble à travers les outils technologiques. C'est la capacité à créer des représentations communes qui ont eu du mal à suivre. Et ça se répercute sur plein de trucs. Par exemple, ça peut se répercuter sur la motivation, sur la procrastination. Si on clique sur la diapo d'après, par exemple, la procrastination, si on prend un exemple type, juste pour vous montrer combien est-ce que ces choses peuvent avoir des répercussions, non pas sur notre capacité à œuvrer sur un projet, mais tout ce qu'il y a autour et qui est très, très important. Par exemple, la procrastination est ce qu'on appelle en mots techniques, si on peut cliquer, le intention-action gap, le trou entre le moment où j'ai une intention et le moment où je passe à l'action. Et ce trou intention-action gap, le trou intention-action, peut être très grand ou très petit. Quand un intention-action gap est très grand, la procrastination est une forme de trou intention-action. Par exemple, moi, dans un labo dans lequel je travaille, on étudie le trou intention-action face à l'urgence climatique. On dit toute la société dit c'est hyper important, c'est hyper important, c'est hyper important. Et derrière, les actions sont pas vraiment là. On essaye d'étudier pourquoi. Il y a plusieurs facteurs qui viennent moduler ce intention-action gap. Un modèle qui explique ça, c'est la diapo d'après, c'est 3 facteurs. Combien est-ce que c'est dur d'initier une action? Combien est-ce que c'est dur de la maintenir? Et à quel moment est-ce que j'ai le feedback, la récompense? Et ça, on pourrait croire que c'est des facteurs individuels, mais ce n'est pas vrai du tout, parce que ça a une dimension très sociale. Donc si on peut cliquer d'après, s'il y a une dimension très sociale, très importante sur ça, et avec le télétravail, vu que je ne vois pas les autres, on ne peut pas se tirer vers le haut dans ces espaces de temps faible, de intention-action gap, d'attention conjointe. Par exemple, je suis en train de travailler sur un projet, je suis un peu bloqué. Si je suis seul, je reste bloqué. Si je suis dans un bureau, la personne en face de moi peut me dire « Albert, je te vois, genre, est-ce qu'il y a un problème ?» Et il va plus passer derrière mon écran et me dire « Ah, mais moi, je sais comment faire ça. J'ai eu ce même problème l'année passée. » Et ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas demander artificiellement. On va prendre le temps de nos réunions communes, de nos mails, pour essayer de privilégier, d'être efficace. J'ai entendu plein de fois, j'ai dû assister à plein de réunions pour pouvoir faire ces études. Et les gens disent « Ok, aujourd'hui, on va pas faire de la réunionnite, on va être efficace, on va aller direct, c'est quoi l'ordre du jour? L'ordre du jour c'est A, B, C, on va suivre l'ordre du jour A, B, C, tac, 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 on se déconnecte et chacun revient à ses oignons. » Mais ça, c'est en train d'amputer une partie énorme de cette dimension sociale, d'entraide, de collaboration, qu'on a beaucoup de mal à recréer artificiellement. Alors enfin, le dernier élément dont je vous parlais, la majorité des boulots qu'on fait, c'est une collaboration sur quelque chose qui est inexistant. Par exemple, j'ai pris l'exemple d'Orange, parce que je sais que vous alliez parler d'Orange. Donc, Orange, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Il n'y a pas une entité physique qui s'appelle Orange, pas plus qu'il y a une entité physique qui s'appelle Microsoft ou toutes ces compagnies. C'est des sortes de structures qui ont été créées, c'est des sortes de normes sociales par des textes de loi qu'on a créés et qu'on accepte. Et quand je suis salarié chez Orange ou dans n'importe quelle autre boîte, c'est une sorte de collaboration vers un but commun imaginaire pour créer des choses qui sont réelles. Et pouvoir collaborer sur un imaginaire nécessite de représentations communes. Et avoir des représentations communes nécessite une réduction de l'ambiguïté similaire. On a besoin d'avoir une sorte de socle commun de réalité. Avoir des mêmes valeurs, aller vers un même but. Et ça se crée encore une fois dans ce qu'on appelle la culture d'entreprise, les valeurs, les missions. Et on a beaucoup de mal, ce qu'on est en train de voir dans nos études, c'est que dans certaines situations, ça se passe très bien. Les situations où les personnes se connaissent déjà, ont déjà de très forts a priori. Plus vous avez des a priori sur la personne, donc plus vous connaissez bien une personne, et plus le niveau d'ambiguïté est limité. Par exemple, moi et mon meilleur pote, ou moi et ma copine, ou moi et ma meilleure amie, on a très peu d'ambiguïté. Je peux savoir qu'est-ce que mon pote va choisir au resto, même s'il n'est pas là. Mais avec des personnes que je ne connais pas, c'est très difficile. Et du coup, qu'est-ce qui s'est dégradé avec le télétravail? Les recrutements de nouvelles personnes. Les personnes ont dû parfois bosser pendant des mois sans jamais rencontrer quelqu'un, à part en virtuel ou dans les mails. Tout ce qui est nouveaux projets, tout ce qui est les personnes qui n'ont pas l'habitude de bosser en télétravail et dont le boulot était dans la collaboration de ces moments faibles, et tout ce qui est nouvelles structures. Beaucoup de nouvelles boîtes ont essayé d'émerger pendant le confinement et avec ce télétravail, et c'était assez compliqué
retrouver cet imaginaire commun avec des personnes qui ne se connaissent pas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts? La première chose, réaliser que comment je m'exprime impacte comment je suis perçu et que j'ai besoin de questionner quelles sont des pensées du troisième ordre, de deuxième ordre que les gens ont dans leur tête. C'est-à-dire essayer d'expliciter autant que possible ce que je veux dire. De ne pas de limiter la place de l'ambiguïté autant que possible et d'éviter les non-dits. De m'adapter avec la personne avec qui je discute. Donc de faire un effort supplémentaire quand je dois collaborer sur ces sujets. De varier les conversations. D'essayer de recréer autant que possible, de manière quasiment artificielle, cette attention conjointe. Donc de ne pas juste parler de boulot. Comment ça va? Comment va ta famille, tes potes? Qu'est-ce que tu as fait hier? Etc. De prendre le temps, de perdre un peu de temps. C'est important de perdre du temps ensemble. Avec le télétravail, on est chacun à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on est tous très efficients. On perd du temps seul. Alors qu'au bureau, on perd aussi beaucoup de temps. Et je suis très contre cette notion d'utiliser le mot perdre du temps. Parce que c'est comme si c'est du temps qui est parti à la poubelle. Alors que c'est juste du temps qui est dépensé pour autre chose que la tâche centrale pour laquelle je suis payé. Mais c'est du temps qui est très important. Et donc, perdre ce temps, c'est le gagner quelque part. Et donc, de recréer ce lien social qui est amputé d'une manière différente et de parler de ce qui est face à nous, l'ici et le maintenant, ces notions de Sartre. Et enfin, pour finir, j'ai mis trois dernières recommandations seules parce que je pense que c'est les plus importantes. Il faut essayer de partager des espaces sans pouvoir les partager. On est physiquement pas dans le même endroit, mais c'est très important d'avoir cet imaginaire collectif qui est ce qu'on appelle une entreprise pour pouvoir faciliter le travail des uns et des autres, expliciter autant que possible. C'est vraiment ça, peut-être le truc le plus important. On ne sait pas comment chacun est en train de réduire l'ambiguïté un peu à sa sauce. Et je ne peux pas réitérer combien c'est important ces temps morts qu'on n'a plus. Est-ce que tu veux un café? De discuter de ce qui s'est passé la veille, de se demander où est-ce qu'on va aller en vacances, de partager ses craintes sur la situation en Ukraine, de parler de ces sujets qui font la richesse de notre vie intérieure et qu'on essaye de mettre de côté pour des raisons d'efficience qui, paradoxalement, sont en train de nous rendre moins efficients. Voilà un tour d'horizon hyper condensé. S'il y a des discussions, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de faire de mon mieux. Alors, du coup, je vais lire le chat d'un côté. Alors déjà, merci beaucoup Albert, hein, parce que le timing il était serré. Oui, d'habitude c'est 40 minutes cette présentation. D'accord. Du coup, je vais aller sur le klaxon à l'écran et en même temps regarder dans le chat et animer du coup le chat. Donc Emmanuel, avec ce qui vient d'être dit, les trucs et astuces pour bien réussir l'hybride en plus du slide projeté finalement, ou même Christian ou Albert, ça vous fait réagir comment là finalement par rapport à des recommandations concrètes aussi par rapport à justement les tenues de réunion? Alors, je pense qu'il faut des réunions. C'est paradoxal parce qu'en général, on recommande des réunions courtes parce que notre niveau attentionnel n'est pas très élevé, mais en même temps, on veut créer des espaces morts. Donc, soit on fait des réunions pour le travail qui sont très ciblées et courtes, soit on essaye de recréer artificiellement des réunions plus libres. Par exemple, ce que je fais avec mes potes avec qui on bosse, par exemple au labo et tout ça, ce qu'on faisait, c'est qu'on se connectait. On utilise Discord, donc c'est encore un autre outil. On est connecté au Discord vocal, mais on ne discute pas ensemble. Mais parfois, on va entendre quelqu'un ricaner, il va nous envoyer qu'est-ce qu'il a fait rire ou des choses comme ça. Donc on est juste connecté sans faire grand-chose. Mais surtout, je pense que la meilleure solution, c'est en fait un travail hybride, d'avoir des moments au bureau et des moments à distance. Peut-être le tout présentiel, beaucoup de personnes ont réalisé que ça ne leur convient pas. Mais je pense qu'en tant qu'espèce, on a compris que le tout télétravail, à part pour certains postes très particuliers, dans certaines disciplines très particulières, ça ne marche pas non plus. Et merci beaucoup pour le merci avec les points d'exclamation, ça me rassure.
J'ajoute quelque chose à ce que tu viens de dire, parce que moi je vois un des effets pervers du retour au présentiel, c'est notamment, et là ça impacte l'intelligence, enfin les sessions d'intelligence collective, où avant le confinement, quand on faisait une session d'intelligence collective, c'était une demi-journée parce qu'on est conscient qu'il faut du changement de rythme et qu'il y a des temps collectifs, des temps individuels, et on est dans de la cohésion sociale en même temps, évidemment, dans ces sessions-là. Et je vois de plus en plus aujourd'hui des sessions qui sont demandées. Oui, mais on va aller vite à l'essentiel pour faire de la créativité, de l'idéation. Allez, on va le faire en 1 heure. Ça, c'est pas bon. Bah oui, je sais bien. Mais voilà. Pour moi, c'est un des gros biais à gérer aujourd'hui, en tout cas. En fait, l'efficience est souvent un problème. Genre cette quête vers l'efficacité. Si je suis en train de faire quelque chose que je sais déjà faire, l'efficience est mon meilleur allié. J'ai besoin d'aller vite et de faire parce que c'est déjà systémisé, j'ai mes process, j'ai ma méthode, tac, 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 je fais le truc. Par contre, si je suis dans de l'idéation, je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a tout un processus cérébral qui nécessite du temps et on peut pas tricher ce truc. C'est comme une limitation biologique. C'est comme si je dis, je vais courir pendant 6 heures. C'est juste pas possible physiquement. Je peux pas être dans une créativité d'un truc nouveau, bien et vite. Il y a même des techniques de créativité, genre d'écrire et de jeter genre les 80 premières idées que j'ai eues parce qu'elles sont probablement complètement intenables. Je fais juste un lien avec ce qu'on fait chez Orange, si ça peut ouvrir à quelques exemples. Mais merci beaucoup Albert pour tes éléments, moi j'ai beaucoup apprécié. Merci. On a mis beaucoup d'investissements sur le lien en fait pendant les 2 ans. On a formé plus de 800 managers, 800 collaborateurs, 300 managers sur le lien ces 2 dernières années. Au travers de ce qu'on appelait les 3 défis de l'animation à distance. Et encore aujourd'hui, cette année-là, on engage un atelier de capitalisation entre pairs pour les managers qui est très orienté qui s'appelle d'ailleurs Manager en mode hybride et qui, en fait, dont la première séquence est intégralement consacrée en fait à ce qu'on a appelé, alors on le dit pas comme ça parce que ça passe pas avec les managers opérationnels, mais c'est de l'écologie personnelle et ça fait le lien entre le prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'équipe, ça fait le lien avec le manager qui se questionne lui-même sur effectivement la manière dont lui-même est en lien avec son écosystème, comment lui a réussi à trouver une écologie personnelle équilibrée, quel impact ça a sur son fonctionnement et sur celui de l'équipe, et seulement après, dans la deuxième étape, on va vers un travail sur les modes de fonctionnement où là, on vient questionner les rituels que le manager a installés ou ceux qu'il souhaiterait faire évoluer. Et donc, voilà, on remet à nouveau l'accent, même avec l'investissement qui a été le nôtre, sur à nouveau replonger le manager et les équipes sur le lien. On le voit, je rajoute une couche là-dessus, parce que nous, on le voit dans les équipes projets chez nous. Il y a des projets, la cohésion d'équipe, c'est quand même des éléments à développer. On peut pas dire que les techniques et les processus, les méthodos soient de même calibre que pour ce qui est processus métier où nos boîtes techniques ont le plus l'habitude, plus à l'aise. On est poussé par beaucoup de commanditaires opérationnels et qui veulent faire les choses très vite en fait et qui sont capables de nous dire qu'on va faire du team building pour pouvoir rapprocher les gens pour faire de la coopération, mais sans passer par l'étape en début de séquence de remise en lien, de connexion. Enfin, voilà, et ça, je pense qu'on passe à côté Enfin, c'est juste pour moi pas possible de passer à côté. Alors, il y a pas mal de commentaires qui disent c'était dense, super intéressant, mais ça allait très très vite. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y aura le replay. Albert, n'hésite pas mais je te recontacterai pour avoir peut-être des liens. En même temps, si on te suit sur LinkedIn, il y a déjà pas mal d'informations qu'on voit passer. Ouais. Très intéressant. Et on a publié la note aussi avec Cogix, donc n'hésite pas aussi sur Cogix, il y a plein de trucs. Tout à fait. Donc vous aurez les liens tout de même dans le PowerPoint qu'on mettra à disposition. Qu'est-ce qu'il y a encore comme remarque? Les temps morts, oui, super important. Il faut prendre le temps de construire un univers mental pour entrer dans la création, l'idéation. Oui, on voit bien que ces notions c'est pour ça que je disais tout en début sur la notion d'être vraiment clair avec le commanditaire. Quel est le problème qu'on veut résoudre? Et d'avoir un échange pour justement mettre en place, parce que très vite, c'est bien au-delà de la problématique uniquement métier. Voilà, évidemment, il y a souvent beaucoup d'enjeux sociétaux derrière. J'arrive pas à rentrer sur le klaxon. Il y a aussi, si tu tapes, c'est pas grave, si tu tapes sur Google, genre télétravail, Albert Moukébert, j'ai aussi écrit un article sur le sujet dans l'Express. Oui, dans le chat, sinon, je sais pas si tu avais accès au chat là. J'ai pas accès au chat, en fait, j'ai pas l'onglet chat, pour une raison que j'ignore.
Tu peux le trouver très facilement dans Google, sur Albert Moukébert télétravail. Ok. D'accord, je le rajouterai, hein, sinon. Ok. Ok, pour cette partie-là, ce que je vous propose, il est 24. Donc, comme je l'ai dit avant, vous pouvez continuer à enrichir le chat, poser des questions, puisque pas le chat, le klaxoon. N'hésitez pas à rajouter des questions, et puis on essaiera d'y répondre et de vous apporter des réponses. Donc, rassurez-vous, ce sera pas moi qui porterai les réponses, c'est soit Albert, soit Christian, quoique. Et je vous emmène un tout petit peu à droite, puisque là, il nous reste 6 minutes. Très rapidement, c'est juste pour voir. Alors, moi, on aime bien. On parlait de feedback et qui ne sont pas qu'à la fin. On aura bien compris. C'est un peu évidemment en permanence le feedback au fur et à mesure de l'avancée des réflexions. Mais pour conclure, je vous emmène. Attention, c'est parti. Boum. Ici pour un petit check-out. Quel est vos coups de cœur du jour? Donc, je vous invite à les mettre dans la colonne de gauche. Le flop du jour. Bon, si c'est allé un peu vite pour Albert, il n'y peut rien. Je prends pour ma part. Vous pouvez y aller, lâchez. Non, c'est pas trop bien. Prendre des flops, ça m'aide à m'améliorer. Hein. Et l'info du jour. Alors, je vous avais mis comme ça rapidement le TEDx d'Albert. Voilà, j'en ai profité. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Merci. Ah oui, donc ça a été partagé. Si quelqu'un, Thierry, si tu veux le mettre dans le klaxoon, du coup, ce serait sympa. Dans les infos du jour, tu peux rajouter le lien de l'article, si tu veux bien, Thierry. Voilà. Merci, parfait. Donc, j'agrandis un petit peu. En fait, tout apparaît au début dans flop, parce que je vois des trucs qui apparaissent dans flop, je me dis, il y a beaucoup de flops. Mais en fait, ça se déplace après. Le post-it vient au cœur de l'écran, au milieu. Donc oui, voilà. Comme je les mets ici, les pauvres. Flop du jour, Albert et ses enseignements. Ah non, c'est parti ailleurs. Exactement. Voilà. En tout cas, j'en profite pendant que les post-it s'écrivent. Renouveler franchement mes remerciements. Ça fut intense, bref, mais ça mérite d'être creusé. C'est vrai que je me dis, tiens, on aurait pu passer 1 heure avec Christian, 1 heure avec Albert. Mais bon, c'est comme ça. On fera la prochaine fois. Premier contact, Bernard. Exactement. Voilà. Donc, je rappelle juste pour mes collègues de l'ES, donc avec Christian, on a donc un point sur transformation et innovation en distanciel qui est proposé. Donc, Isabelle avait rajouté, donc c'est le 8 avril de 11h à 12h30. Voilà, donc si vous allez sur l'agenda de l'innovation sur SharePoint, vous pouvez vous inscrire et je vous enverrai les liens utiles comme d'habitude. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Et pendant que je vous emmène. Alors non, je vais vous relaisser sur cette page, mais juste partager, sur le klaxoon. Voilà. Pour un grand merci et clap de fin. Grand merci à vous et à très très bientôt, j'espère, les uns et les autres. Dans la vraie vie aussi. Continuation à tous. Ouais. Au revoir. Bon week-end. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.